Mes respects, mon colonel. Je suis très honoré de vous accueillir sur mon blog moncapitaine.com pour une interview, puisque vous êtes l'auteur du livre James Bond n'existe pas, que je viens de dévorer, qui est extrêmement intéressant. Et du coup, j'ai réussi à vous contacter et vous m'avez accordé cette interview. Je vous en remercie. Je vais vous laisser vous présenter et ensuite on va parler de votre livre passionnant. D'accord. D'accord. Alors, je me présente, François Varroux. J'ai fait Saint-Cyr en 64-66, promotion Corse et Provence, et j'ai été capitaine comme toi, Rodolphe, et j'ai commandé une compagnie à Saint-Germain-en-Laye, une compagnie légère de transmission. On les appelait les CLT, qui étaient le support du commandement de la brigade, voire de la division, plutôt de la brigade. Et à la fin de mon temps de commandement, je me posais des questions de savoir plutôt si j'allais continuer dans l'armée classique parce que pour tout dire, je m'ennuyais un peu. Voilà. Quand j'allais à l'état-major, je voyais des officiers plus gradés que moi, commandant, voire lieutenant-colonel, qui étaient assis derrière un bureau et, pour faire simple, qui faisaient des olives également sur des tableaux. Ça me faisait peur et j'avais peur de m'ennuyer. Ouais, je comprends tout à fait. Or, à un moment donné, j'ai vu passer une note de service qui, genre de pub sur le SDEC, le SDECE. J'ai trouvé ça assez extraordinaire. SDECE, ou note de service plutôt, qui faisait ce qu'on appelle maintenant d'ailleurs des portes ouvertes. Alors j'ai été très étonné. Comment se fait-il que des services spéciaux puissent faire des portes ouvertes? En fait, c'était une note de service interne. Hein, ça, c'était pas fait pour des notes de service être affichées dans le métro, par exemple. Hein. D'accord. En fait, ça, c'était cette manière de faire, c'était une manière de recruter en interne. Ça, vous racontez l'ensemble de votre parcours, cette espèce de circonspection en disant mais qu'est-ce que je fais dans ce métier? C'est un métier. J'ai fait Saint-Cyr, une école extraordinaire. J'ai une première partie de carrière extrêmement intéressante. Et puis là, ce qui va m'arriver après, ça me fait peur parce que j'ai aucune envie de venir comme ceux que je vois là, à être dans un bureau. Et voilà, moi je veux un peu d'horizon et d'aventure. Et du coup, vous avez été recruté. Vous expliquez votre recrutement à la DGSE, ce qu'on appelle maintenant la DGSE, et puis voilà, et vous racontez l'ensemble de votre parcours dans ce bouquin. Alors pour construire ce bouquin, comment est-ce que vous vous êtes organisé? Alors, oui, ce livre a une histoire que je ne raconte pas d'ailleurs dans ses mémoires. Il y a 2 ans environ, j'ai été à la suite de relations personnelles, me suis trouvé en présence d'un éditeur qui, en parlant, je parlais avec lui et il a été intéressé par mon parcours. J'avais terminé mon passage à la DGSE. Il était intéressé parce que je lui avais fait comprendre qu'effectivement j'étais un ancien des services spéciaux. Il me téléphone quelques jours plus tard en disant mais votre parcours m'intéresse. Est-ce que vous seriez intéressé pour écrire vos mémoires? Je dis oui, pourquoi pas. Et ce monsieur-là connaissait un collègue, il avait un camarade qui travaillait à la DGSE à l'époque. Et il va à la DGSE, il rencontre ce collègue, il dit, est-ce que monsieur Varroux, François Varroux, le colonel Varroux, est-il bien un ancien des services spéciaux? Je dis, mais Varroux, je connais pas. S'il écrit quelque chose, ce serait un imposteur ou de l'imposture. Oh là là. Alors, mon sang n'a fait qu'un tour et j'ai été obligé de prouver à cet éditeur que j'en étais, évidemment. Alors, je l'ai fait, j'ai pu le prouver. Après, je ne sais pas. Mais cet éditeur, je ne sais pas ce qui s'est passé, a arrêté son travail, son travail d'éditeur et je n'ai plus entendu parler. 2 ans après, c'est-à-dire en octobre 2016, de l'année dernière, je reçois un coup de fil de l'éditeur Louis de Mareuil, qui me dit, mais monsieur Varroux, je serais intéressé, je voudrais reprendre ce que vous aviez entrepris ou commencé. Je dis, j'ai rien commencé, mais d'accord, mais est-ce que vous seriez intéressé par écrire
pour écrire vos mémoires. Et je n'avais rien fait, d'ailleurs. Je n'avais rien écrit du tout. Je n'ai pris, d'ailleurs, je dois préciser que pendant mes 20 ans passés au service spécial, je n'ai pris aucune note, je n'ai conservé aucune note ici en Dordogne. Rien. Tout le livre, c'est de la mémoire. Hein. Donc j'ai dit oui, je serais intéressé. Pourquoi pas après tout? Et de fil en aiguille, pendant 5-6 mois, nous nous sommes rencontrés pour monter ce livre. Alors j'écris le livre sur Word, 90 pages, 100 pages. Je me disais, c'est ce que c'est assez? Il m'a dit oui, c'est assez. Word 90 pages, ça fait bien 250 pages d'un livre comme ça, On s'est rencontrés, j'ai écrit, j'ai été interviewé, et avec ces écrits et ces interviews, j'ai écrit le livre. Le livre a été corrigé, bien entendu, par des correcteurs. Vous pouvez pas imaginer, car c'était mon premier livre, le nombre de fautes d'orthographe qu'on peut faire. Ah oui. Et je l'ai lu une dizaine de fois, relu une dizaine de fois, et il est sorti fin mars, voilà. Et depuis, je dois dire qu'il est sorti à 4000 exemplaires, c'est ça. Donc des exemplaires ont été donnés à droite et à gauche pour la communication ou pour faire simple pour la pub. J'ai été sur RTL, Europe 1, bientôt je vais à France Inter, j'ai été interviewé à TV Liberté, et c'est pas fini, je vais fermer des salons de livres. Donc ce livre a une aura, on va dire, assez intéressante. Je n'ai rien à en retirer parce que je touche pratiquement rien. Voilà, je le dis parce que c'est vrai. On s'imagine qu'on touche beaucoup d'argent, mais c'est pas vrai. C'est surtout les éditeurs, les correcteurs, le papier, enfin tout ça qui coûte. Et maintenant, j'en suis aux interviews, comme avec toi, Rodolphe, oui. Et voilà. Donc, je suis prêt à répondre aux questions que peut engendrer la lecture de ce livre. Alors justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est votre parcours en ambassade. Vous avez été en Éthiopie, en particulier. C'est pour moi un pays qui m'est cher parce que je l'ai visité avec mon épouse en voyage et parce qu'on aime bien partir dans des endroits qui sont un peu originaux. Pour vous, vous avez décrit l'ensemble des relations des expatriés au sein de l'ambassade, les relations que vous pouviez avoir avec les sources que vous aviez. Est-ce que vous avez une anecdote particulière? Parce que en fait moi mon blog est axé sur du management, donc c'est sur de l'influence ou sur savoir comment arriver à mener une équipe. Vous aviez une équipe de sources ou de personnes par lesquelles vous pouviez avoir des informations. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à mes lecteurs pour leur donner des conseils de management d'une équipe, puisque finalement, que ce soit une équipe d'extérieur comme vous en aviez, ou une équipe qu'on manage au quotidien, finalement, il y a des ficelles qui sont assez communes. Eh bien non, Rodolphe, parce qu'il n'y a aucun lien entre les sources, aucun lien. Par contre, le lien se fait de l'officier traitant avec chacune des sources. Oui. Donc ça n'est pas un management, ça n'est pas comment dirais-je, il n'y a pas de réunion de sources, pas du tout. Oui. Pourquoi? Pour des raisons évidentes de sécurité, Rodolphe. Oui. Voilà. Donc, par contre, je n'étais pas en situation de touriste là-bas. Il faut dire que quand on arrive en ambassade, on est déjà connu par la communauté française. Oui. Le problème, il est là. Normalement, si on peut parler de management, normalement, quand on arrive en ambassade sous couverture, parce que j'étais diplomate à ce moment-là. Je n'étais plus militaire. Je n'étais pas connu comme militaire. J'étais inscrit sur les affaires étrangères. Oui, voilà, l'annuaire des diplomatiques des affaires étrangères. Mais les épouses surtout, et puis les relations extérieures aux épouses françaises, savaient comme le loup blanc, hein, que j'en étais, hein, voilà. Ouais. Alors la difficulté, c'est justement jouer avec cette entre guillemets notoriété qu'ont les officiers traitants ou les gens appartenant aux services spéciaux, jouer avec ça et aussi paraître humble, tout petit par rapport aux sources qu'on a à traiter. C'est ça la difficulté. Oui, je vois. Alors, je ne sais pas si on peut parler de management, mais en tout cas, on peut parler de relations à maintenir une espèce d'équilibre entre ceux qui en savent, les Français. Hein, alors, il faut parler
absolument pas parler du travail de manipulation, bien entendu. Mais par contre, il faut faire en sorte de jouer sa couverture au mieux. Et ma couverture, c'était celle de deuxième secrétaire. Donc, j'avais à faire la presse tous les jours, la revue de presse, puisque nous avions des réunions, je crois bien tous les jours. Ça, je me souviens plus très bien. On appelait ça des messes d'ailleurs. Et puis mes relations, mon objectif était aussi de travailler avec l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine. Oui. Ok. Et en fait, moi, je parle plutôt de management, puisque moi, j'ai une conception du management qui est un peu spéciale, parce que il y a le management de groupe, où vous rencontrez vos équipes, vous avez vos réunions d'équipe, mais moi, je suis intimement convaincu que l'équipe, elle ne peut être bien structurée et bien fonctionner que s'il y a une véritable relation individuelle qui se tisse entre le manager et le manager. Et ces relations individuelles, j'ai trouvé justement en lisant votre livre qu'il y avait... Bon, moi je parle plutôt d'influence, vous avez parlé plutôt de manipulation, parce que finalement, les gens, la différence entre les deux, pour moi, c'est que l'influence, c'est exactement la même chose que la manipulation, sauf qu'on est honnête avec on est clair avec la personne qu'on a face à soi, qui est notre collaborateur, et on lui dit voilà, je voudrais t'amener ici à tel endroit, et on essaie de l'influencer pour qu'il puisse atteindre cet objectif qu'on lui a fixé. Voilà. Alors que la manipulation, on n'est pas clair sur l'objectif qui sous-tend les relations qu'on a avec la personne. Mais au final, il y a quand même une interaction personnelle qui est intéressante. Moi, j'ai été formé en renseignement conversationnel, une petite formation pour être capable en tant que chef amené à être déployé en opération extérieure, de pouvoir recueillir du renseignement par les conversations que j'avais avec le chef local, avec l'interprète, avec la personne avec qui j'avais un contact. Et du coup, je développe et je donne des petits conseils de techniques de renseignement conversationnel qui vont pouvoir permettre à l'autre de s'exprimer et de s'exprimer et du coup de lui donner le sentiment qu'on l'écoute ou d'avoir du renseignement ou des informations qu'on n'aurait jamais eu si on n'avait pas eu ces techniques d'écoute. Et voilà. Et pour moi, l'écoute du manager, elle est hyper importante et hyper difficile parce que on a dans l'imaginaire collectif et dans ce qu'on s'imagine d'un manager, une conception qui est le manager doit parler, le manager a raison, le manager doit donner des ordres et voilà. Et du coup, on a tendance à parler, à s'imposer et à ne pas écouter ses collaborateurs, à ne pas leur donner la parole réellement. Donc, j'aurais une question simple. Est-ce que vous avez une technique d'influence que vous conseilleriez pour mes lecteurs, pour l'utiliser au quotidien, dans un but positif, hein, évidemment, dans un but de construction de cette relation et de véritable écoute de son collaborateur? Bon, alors, question très intéressante et elle est embarrassante dans la réponse. D'abord, je vois et je comprends que ce que tu as fait avec ce que tu appelles tes collaborateurs, c'est ni plus ni moins que finalement ce que j'ai fait moi aussi avec mes sources. Car tu les as écoutés et il faut écouter sa source. Si on veut du renseignement, il faut l'écouter, ça c'est certain. Et en plus, il faut l'amener à dire des choses. C'est ce que tu as fait également. Oui. Donc, en ce sens-là, on a fait le même travail, d'accord ? Le même travail, je dis bien. Le problème, c'est que tu n'as pas à compromettre ton interlocuteur. C'est la différence, c'est toute la différence qui est entre ce que j'ai fait et ce que tu as fait. Certes, j'ai écouté l'interlocuteur comme tu l'as fait. Certes, j'ai recueilli du renseignement comme tu l'as fait. Le problème, c'est que le renseignement que je demande, il s'apparente souvent à je dis le mot, à de la trahison. Parce qu'on demande des renseignements que personne à en connaître. C'est-à-dire qu'il faut que ce renseignement serve la France et non pas serve l'interlocuteur. Enfin, si je puis m'exprimer ainsi. Oui. Donc, et à la limite, si c'est du bon renseignement et qui favorise, par exemple, la recherche en France, hein, une recherche dans le domaine de la recherche et du développement, eh bien, on paie l'interlocuteur. Toi, tu ne paies pas ton interlocuteur. Non, c'est vrai. Et voilà. Alors, la forme, oui, la forme, il y a pas de problème, c'est la même chose. Le fond, un peu différent, dans la mesure où on amène l'autre par ses défauts,
car tout le monde a des défauts, on va l'entraîner vers un système qui l'amène à, disons, trahir, avec un petit T, mais ça peut être un grand T, trahir, s'il livre des secrets défense, par exemple, ce qui est quand même relativement rare. Oui. Voilà. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? Oui, tout à fait. Je vois bien la nuance. Et justement, ce qui est assez surprenant, c'est que dans votre livre, vous en parlez avec une décontraction naturelle qui est quand même qui jette enfin moi ça m'a sauté à la figure sur la nature humaine qui a son côté blanc, mais il y a le revers de la médaille, il y a l'autre côté, il y a les travers ou les travers des gens qu'on utilise pour pouvoir avoir ces informations en fait. Oui, bien sûr. Donc de ce côté-là, tu n'as pas eu à t'en faire. Notre travail à nous, officiers traitants, on dit espion, c'est un terme qu'on n'utilise jamais dans les services spéciaux. Hein. Oui. Eh bien, c'est de la faiblesse et effectivement de l'être humain, la compromission, hein, le sexe, on va dire, l'argent, les honneurs, tout ça, ce sont des moyens qui facilitent ou en tout cas qui permettent à l'officier traitant d'amener l'autre, l'interlocuteur, hein, ou pour toi c'est le collaborateur, l'interlocuteur, à trahir. Pourquoi? Parce que on est allé dans son... C'est terrible ce que je dis, hein. Il y a une question d'immoralité totale, j'en conviens, oui. à le faire trahir, car finalement c'est ça le but. Et ça par contre, cette espèce de management atypique, on va dire, ça prend quand on entre à la DGSE, hein, et qu'on fait ses classes, on va dire, parce que on apprend à manipuler en fait, hein, c'est ça. Alors je termine en disant ce que j'ai fait moi par rapport aux acteurs du cinéma, c'est du théâtre. En fait, le théâtre, qu'est-ce que c'est? C'est être un autre en face d'autres personnes qui sont des vraies personnes, qui vous écoutent, qui vous entendent, qui vous voient. Eh bien, je peux dire que j'avais appris à faire du théâtre. Et je pense que si, dans sa jeunesse, on a fait du théâtre, ça peut aider beaucoup à manipuler les personnes. D'accord. Il y a aussi une composante d'analyse de la personnalité. Parce que finalement on arrive à toucher les personnes en fonction de ce qu'on analyse de la personnalité de la personne. Moi je parle sur mon blog en fait les personnes pour moi sont soit orientées tâches, soit orientées personnes. Et du coup, mais ça je le regarde d'un point de vue management. Vous, comment est-ce que vous avez appris ou comment est-ce que vous avez utilisé ces perceptions? Est-ce que c'est juste de la perception innée, du ressenti que vous avez développé, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris à la DGSE? D'abord, avant de manipuler quelqu'un, le gouvernement, et en tout cas la DGSE, mais enfin le gouvernement à travers la DGSE fixe des objectifs. Hein. Ça peut être des objectifs politiques ou techniques, ou technologiques, ou de technologie. Après, comment dirais-je, c'est difficile à expliquer, mais bon, après, on va essayer de trouver dans l'environnement de cet objectif la personne idoine qui va peut-être devenir un agent, devenir une source. Le problème, pour nous qui avons appris à manipuler, c'est de trouver cette source, d'accord? Alors, comment on fait? C'est vrai, on peut dire, mais d'accord, c'est bien joli d'avoir un objectif qui est, par exemple, la connaissance de la fabrication d'un écrou. Je dis une bêtise, mais voilà. Eh bien, il faut trouver la personne qui a la charge de fabriquer cet écrou. Bon, c'est pas évident, et on va pas lui demander directement comment vous faites. Eh bien, on fait ce qu'on appelle un environnement de la personne. Ça peut prendre des mois, ça peut prendre 6 mois, une année, mais on y arrive. Je donne un exemple. Supposons que l'objectif ce soit une entreprise, un monument, enfin un bâtiment, et on sait que il faut observer le bâtiment d'abord, comment ça se passe, quels sont les gens qui y rentrent, et au bout d'un moment on s'aperçoit que on a repéré une personne qui prend le métro, qui prend le bus ou qui prend sa voiture, et on essaie par approche successive de jour en jour d'approcher cette personne. Comment on peut faire? Eh bien, on crée un incident devant cette personne. Est-ce que je réponds à la question là? Oui, tout à fait, oui.
On crée un incident à côté de cette personne parce qu'on a dit, celle-là, elle peut rentrer dans l'objectif. Bon, un incident, ça peut être la bousculer, faire tomber une cigarette, un papier, un mouchoir, n'importe quoi. On se baisse, on se cogne, etc. Et voilà. Et on se retrouve tous les jours au même endroit. Mais qu'est-ce qui se passe après? Après, on rentre en comment dirais-je, en rapport humain avec cette personne. En supposant avec l'idée derrière la tête que cette personne va pouvoir me servir pour entrer dans l'objectif. Ça peut être une femme de ménage. Voilà. Bon, pourquoi les femmes de ménage font les poubelles, hein? C'est aussi bas que ça. Aussi. C'est une espèce de turpitude. À partir du moment où on se fait pas prendre, ça marche. Voilà, c'est bon. Et tu peux pas savoir comme les personnes sont sensibles comme quand on s'intéresse à elles. Alors, si on a fait cette première approche, ce premier contact, c'est déjà bien, c'est déjà bien. Après, il faut faire l'environnement de la personne, il faut parler avec elle. Je prends l'exemple du métro ou du RER, n'importe quoi, tous les matins. On essaie de repérer ses horaires d'arrivée à la gare. On essaie de se mettre à côté d'elle et on discute. On peut discuter. Si cette personne a un ordinateur, ce n'est pas le cas autrefois, mais enfin, elle pouvait commencer à avoir un ordinateur, déjà dans les années 90, ça a commencé, eh bien, cette personne va ouvrir son ordinateur. Pourquoi faire? Pour travailler. Il dit, mais attendez, et puis vous regardez comme ça, sur le côté, ah, mais vous dites, oh, ce que vous faites là, vous savez, ça m'intéresse quand même un peu, et avec le sourire, en ayant l'air de rien. C'est-à-dire, on fait comme l'huître et son rocher, on s'adapte à l'environnement. C'est terrible ce que je dis. Et petit à petit, vous allez accrocher la personne. Mais vous ne parlez absolument pas de son travail. Voilà. Mais ce n'est qu'après plusieurs mois où la confiance s'est établie entre les deux personnes, entre l'officier traitant et la victime, entre parenthèses, hein, eh bien qu'on peut poser une question comme du genre, j'aimerais bien voir. Je m'intéresse. Moi, je sais pas si je parlerais de victime parce que c'est une cible. Ah non, j'ai entre parenthèses. Oui, moi j'ai dit victime parce qu'elle va tomber dans le panneau. Voilà, c'est ça oui. Mais vous savez, tu sais, Rodolphe, on est en guerre permanente, c'est ça que je dis souvent, et pour simplifier, en guerre économique permanente. Donc, si on n'a pas cette idée-là, c'est pas la peine d'entrer dans cette crèmerie, je veux dire, dans les séries spéciaux, parce que c'est un travail qui est, on va dire, absolument épouvantable et dégueulasse, quoi. C'est marrant parce que vous avez une façon de décrire votre métier que vous avez fait pendant de nombreuses années de manière assez crue et assez clairvoyante. Oui. Maintenant, vous l'avez fait avec plaisir, vous l'avez fait avec devoir certes, mais avec plaisir. Quelle est votre plus grande satisfaction pendant vos années à la DGSE? La plus grande satisfaction, c'est d'abord la première, c'est le risque. C'est curieux, hein. Pourtant j'avais une famille, mais c'est un risque que j'ai toujours gardé en moi. Et puis chaque fois que je me levais le matin à l'étranger, hein, j'étais heureux. J'étais heureux. La deuxième satisfaction, c'est surtout recueillir du bon renseignement. Hein. Et alors là, c'est ça la difficulté. Alors, je prends un exemple. On n'est pas forcément au courant du renseignement que vous avez recueilli de la source en question. Pourquoi? Parce que si je prends le côté nucléaire, si on vous donne des renseignements sur le nucléaire, vous n'êtes pas un spécialiste du nucléaire forcément. Alors, vous savez pas s'il est bon, mais vous envoyez de toute façon ce renseignement ou ces infos, enfin une multitude d'infos à la centrale, à la portion centrale, qui vous retourne après qui font une analyse de ce renseignement, ils en font la synthèse et ils vous disent au retour si c'est bon ou si c'est pas bon. Après, si c'est bon ou très bon, on paie la source. La satisfaction, elle est là, car vous avez recueilli du renseignement qui va servir aux industries, aux ingénieurs qui travaillent sur un domaine précis. Voilà. Et ça fait gagner du temps, ça fait gagner de l'argent à l'État français, à la patrie. Allez, j'utilise un mot qui était tabou naguère et qui l'est peut-être moins. Hein. Mais enfin, voilà. Et ça, c'est une satisfaction très grande, très grande. Okay. Je reconnais. Voilà.
Donc en fait, si je résume, moi j'ai beaucoup aimé votre livre sur la partie réalisme de votre métier, quotidien de votre métier, qui ne ment pas et qui donne sans phare, sans maquillage, la vie de beaucoup d'officiers comme vous qui sont en train à la DGSE. Et en fait, vous avez les mains dans le cambouis, mais ce qui vous plaît, c'est de servir la France et de pouvoir servir les intérêts du pays Absolument. pour lequel, enfin, dans lequel vous êtes, dont vous êtes citoyen, et finalement, c'est ça qui vous motive, c'est ça qui vous a fait avancer pendant de nombreuses années. Absolument, et ça va même très loin, puis puisque je parle à un moment donné, à la fin du livre, je crois, de dignité. Oui, malgré tout, il faut reconnaître que nous sommes en guerre permanente, eh bien, je me suis battu pour je dis pour le pays, pour mon pays, hein, et c'est en cela que je dis, oui, ce que j'ai fait, c'est digne, mais la guerre, c'est pas un truc de majorette, hein. Voilà, bon, c'est tout. Personne, aucun militaire peut me dire le contraire. Voilà. Très bien. Et surtout pas toi. Écoutez, mon colonel, un grand merci. On vient de parler de votre livre James Bond n'existe pas, et qui est un livre que je recommande, non pas pour la partie management ou la partie organisation ou communication, mais pour se divertir et pour pouvoir avoir à acquérir des connaissances sur un monde dont on a peu l'habitude de parler et qui pour moi est assez intéressant puisqu'on en entend rarement parler. Voilà. Je vous remercie, mon colonel, pour m'avoir consacré ces quelques minutes pour mon blog et pour mes lecteurs. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer en vrai. Et donc là, je vais vous demander le mot de la fin pour conclure cette interview. Vous avez la parole. Bon, mais merci Rodolphe d'avoir pris contact avec moi. D'ailleurs, on s'est retrouvés à travers nos enfants, enfin mes enfants et toi, puisque tu as connu un de mes fils. Oui, j'étais au lycée avec un de vos enfants, oui. Oui, c'est ça. J'étais très content d'être interviewé parce que ça permet de m'exprimer et peut-être de clarifier certains points ou certains détails qui se trouvent dans le livre. C'est vrai que je n'ai pas à fabuler. Hein. Tout ce que je dis, c'est vrai, mais comment dirais-je, c'est un combat de la conscience, un combat interne entre la réalité et même, j'ai voulu effacer la fiction parce que les James Bond, oui, c'est vrai, existent, ça fait plaisir de les voir et d'ailleurs, on aimerait bien être comme eux, mais la réalité, je dois dire, est quand même tout autre. Et pour être un vrai James Bond, comme j'ai été, un vrai faux James Bond, il faut énormément travailler quand même. Voilà. Le travail. Très bien. Super. Oui. Ah oui. Bah, merci beaucoup pour ce témoignage, mon colonel. Et puis, je vous souhaite le meilleur et puis je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir, Rodolphe. Merci. Au revoir, mon colonel. Au revoir.